L'interview politique. Bonjour à tous, notre invité du jour est le député MoDem du Loiret, Richard Amos. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Allez, comment avez-vous trouvé hier la déclaration du politique général du nouveau Premier ministre ? Je pense qu'on a eu un élan, on a eu de la fraîcheur et on a eu quelqu'un qui avait l'envie. Et je pense que on rentrera après dans les détails, mais que la France a besoin d'envie et de retrouver l'envie d'aller de l'avant face à la compétition internationale. Le journal Libération a titré ce matin « Attal à fond sur le fil de droite ». Est-ce que vous avez vu un virage à droite à travers ces déclarations ? Oui, on voit bien qu'il y a une tentative du Premier ministre de donner des signifiants à droite sur cette valeur travail. C'était le cas. Moi, vous savez, je regarde avec attention. Je suis un centriste, un démocrate chrétien du MoDem, et donc je regarde le pilier humaniste qu'est le MoDem dans cette affaire-là. On regardera. Je pense qu'il a envie de résoudre les problèmes des Français. Voilà, si c'est trop à droite, ce sera sans nous. Et justement, Gabriel Attal a annoncé une réforme des bas salaires pour, je le cite, démiscardiser la France. C'est une réponse que vous saluez, que j'imagine, ou est-ce qu'il faut aller plus loin ? Mais vous savez, on a avec le SMIC un problème qui est une trappe à bas salaire. C'est-à-dire que les gens vont rester au SMIC. Pourquoi ? Parce que s'ils gagnent 100 euros de plus, alors ils vont perdre un certain nombre d'allocations et d'avantages sociaux. Et donc c'est une très 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 bonne mesure qu'a proposé le Premier ministre. Et je pense qu'il faut saluer, je dirais, sa volonté de faire en sorte que le travail soit le pilier de notre société. Notre président de groupe est revenu sur la question des super profits qui vous tient à cœur, donc sur la question du partage de la valeur. Est-ce que vous regrettez que le gouvernement n'aille pas plus loin sur ce sujet ? Mais vous voulez me faire dire que je voudrais que le gouvernement aille plus loin. Avant d'aller plus loin, faisons ce qu'on a à faire, les premiers pas. Avant de faire le 20e pas, il faut faire le premier. C'est comme ça que le Christ, puisque je suis dans une radio philosophique, a commencé. Donc le premier pas, il est là. On va regarder les pas suivants. Très bien. Le Premier ministre a également déclaré qu'il devait y avoir une exception agricole française. Il a promis que le gouvernement serait au rendez-vous sans aucune ambiguïté pour répondre à la crise agricole que nous vivons actuellement. D'abord, comment jugez-vous la gestion de crise du gouvernement Moi, ça m'intéresse pas la gestion de la crise. Ce qui m'intéresse, c'est comment on résout les problèmes agricoles en France et comment on fait que nos paysans qui nous nourrissent, eux, arrivent à vivre de leur travail. C'est-à-dire que c'est quand même pas normal que nous, on mange grâce à eux et qu'eux, ils n'arrivent pas à en vivre. Et donc, c'est un problème de société. C'est un problème plus grave que la réponse à la crise actuelle. Est-ce qu'on a bien répondu, etc. En fait, toute civilisation, depuis l'homme des cavernes, c'est apporter l'organisation civilisationnelle sur ce qu'on mange. Il vous a pas échappé que même toutes les religions parlent de nourriture. Et donc, avant de répondre à la crise, il faut se dire, en France, c'est quoi manger demain ? C'est quoi manger aujourd'hui ? C'est quoi manger demain ? Est-ce que dans les ménages qui avant dépensaient plus de 20% de leur budget pour manger aujourd'hui, c'est 11%? Est-ce que ça pose pas un problème ? Est-ce que quand vous êtes ici à Paris et que vous commandez un repas quand vous regardez un match de foot, et vous demandez un Uber Eats ou un machin qui vous livre, vous avez 30% de ce que vous mangez, c'est du service. Puisque Uber Eats a pris à son restaurateur 30% de ce qu'il y a dans l'assiette. Donc ça veut dire qu'avant, je payais pour ce qu'il y a dans l'assiette, aujourd'hui je paye ma fainéantise parce que je veux plus cuisiner. Ça, c'est des vraies questions de société. Et elles sont très importantes. Ensuite, il faut dire aux agriculteurs, on vous met des normes, mais par contre, on interdit d'apporter des produits qui n'ont pas les mêmes normes que ce qu'on vous impose à vous. C'est ça la réponse à la crise. Répondre à la crise immédiatement, en fait, pardon de vous le dire comme ça ne m'intéresse pas. Mais il y a une crise aujourd'hui à laquelle il faut répondre parce qu'on a vu des tracteurs encore qui sont dans les rues. Donc il faut apporter des solutions. Non mais, pardon, excusez-moi, vous pouvez, parfois vous avez des migraines. D'accord ? Vous pouvez tout de suite prendre un Doliprane pour calmer la migraine immédiatement. Mais la migraine, elle a des causes plus profondes. Peut-être que vous avez des cervicales qui sont défaites. Et donc, il faut aller chercher les causes profondes. Ça ne m'intéresse pas. Je vous le répète, ils feront ce qu'ils ont à faire sur la crise parce qu'évidemment, vous voyez, les tracteurs, ça emmerde tout le monde. Mais ça leur fait du bien d'abord aux gens de Paris et à la ville de voir des tracteurs et des paysans. Comme ça, ils
voient ce que c'est, mais c'est pas ça la réponse qu'il faut demander au monde paysan. C'est une réponse en profondeur, et on résoudra le problème de la crise, mais par des réponses en profondeur, pas des sparadraps. Oui, donc du coup, la réponse en profondeur que vous proposez, j'imagine, c'est de revenir peut-être sur les textes de Bruxelles, parce que c'est l'une des causes aussi mais il faut arrêter. De tout ça. Il faut, pardon, mais vous avez le droit de me poser des questions et j'ai le droit de répondre comme j'ai envie de répondre. Avant de regarder c'est l'autre, c'est Bruxelles, c'est la faute de l'Europe, tout ça, on va regarder ce que nous on est responsable ici en France. Quand des Michel-Édouard Leclerc et compagnie et Monsieur Bompard de Carrefour, ils vont à Bercy, ils sont pour pouvoir avoir Monsieur le maire, ils sont très très bien reçus. Pourquoi ? Parce que Bercy, qui veut faire de la déflation, qui veut pas qu'il y ait d'inflation, il dit quoi à la grande distribution ? Il dit en ce moment dans les boxes de négociation, tordez le cou des paysans, tordez le cou des PME qui fabriquent de l'agroalimentaire, parce qu'on fermera les yeux, parce que comme ça vous ferez de la déflation. Et donc ça c'est pas à Bruxelles. Donc arrêtons. Vous savez, quand on est maire, on dit toujours c'est la faute du département. Quand on est au département, on dit c'est la faute de la région. Quand on est la région, on dit c'est la faute de l'État. Et quand c'est l'État, on dit c'est la faute de l'Europe. Mais il y a deux causes. Prenons notre part. Prenons notre part ici. Justement, il y a les causes nationales, mais il y a aussi des causes européennes. La cause nationale, c'est le non-respect de la loi Egalim que vous venez d'évoquer, mais il y a aussi des causes européennes, notamment les accords de libre-échange et aussi des exceptions qui sont faites à l'Ukraine. Donc l'Europe a aussi sa part de responsabilité. Vous avez raison, mais je veux prendre la mienne avant. Mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Et donc l'Europe, par exemple, moi je suis très à l'aise. Je suis dans la majorité présidentielle. J'ai refusé de signer tous les accords. Moi, les accords avec les CETA, la majorité présidentielle l'a signé, pas moi. Le Mercosur, jamais. Donc vous avez raison. L'Europe. Est-ce que l'Ukraine, il faut revenir aux avantages de son conférence? Mais bien évidemment. Vous vous rendez compte que l'Ukraine, les poulets de merde qu'on reçoit là de l'Ukraine, c'est un seul milliardaire qui touche le pognon de cette affaire-là, avec des poulets qui n'ont absolument pas les mêmes normes que les nôtres. On marche sur la tête. Oui, il faut arrêter d'importer du poulet ukrainien qui n'a pas les mêmes normes. S'ils ont les mêmes normes, on discutera. Pour l'instant, ça n'a pas les mêmes normes, qui restent chez eux leur poulet. Revenons au niveau national avec le non-respect de la loi Egalim. Manger français, c'est aujourd'hui assez difficile, c'est très cher. Comment ramener les Français vers leur consommation locale? Non mais, pardon, c'est comme si on disait ce matin à la radio, manger français c'est très cher. Ouais, c'est très cher qu'on va dans les supermarchés. Non. Pardon. On peut manger un peu différemment. Les mêmes qui trouvent que c'est trop cher, c'est les mêmes qui ont un iPhone dernier cri. C'est les mêmes qui sont à Netflix. C'est les mêmes qui pensent d'abord aux vacances. C'est une hypocrisie française. Donc, moi je pense deux choses. Un, il faut que les consommateurs, ils se responsabilisent. C'est pas toujours la faute de l'autre. Ta carte bleue, elle est au moins aussi puissante que ton bulletin de vote. Quand t'achètes, tu décides aussi de faire de la politique si t'achètes français. Et ensuite, on a des millions de gens qui, eux, sont à 10 centimes. Et des gens qui sont très très pauvres en France. Et là, vous savez que je porte un projet de sécurité sociale alimentaire universelle pour tous. On doit donner aux gens les moyens de bien manger et de manger français. Et derrière, on doit manger notamment moins de viande, mais de la bonne. On doit rééquilibrer son budget en mangeant légèrement différemment. On mange trop, on est trop gras, regardez-moi. Et donc, on doit manger moins. On doit manger un peu différemment et rééquilibrer son budget. Et se dire peut-être que je prends un peu moins de choses flambant neuves, je garde ma veste une année de plus et je vais pouvoir nourrir correctement. Et puis je cuisine, parce que quand on prend des produits bruts et qu'on cuisine, c'est beaucoup moins cher que des plats transformés. Donc vous appelez aujourd'hui à un patriotisme culinaire ou alimentaire, gastronomique français? Ah mais c'est mon combat depuis 30 ans. Je veux dire, j'étais chroniqueur gastronomique avant d'être député, donc j'ai pas changé. J'ai eu des journaux pour enfants pour leur apprendre à bien manger pendant près de 20 ans. Et donc moi je pense qu'il faut revenir également à la cuisine. Il faut savoir cuisiner. On peut très très bien de temps en temps se faire des petits plats, pas trop chers. Voilà. Quand moi j'épluche mes carottes et mes poireaux, les pelures, vous savez ce que j'en fais? Un bouillon. Et avec mon bouillon, je mets 2-3 vermicelles, ça me fera la soupe du soir. Voilà. Il faut réapprendre aussi à rééquilibrer son budget. Est-ce que vous regrettez le retrait du chèque alimentaire promis par le gouvernement? Non, je suis pas pour le chèque alimentaire. Je défends
défend une idée qui est la sécurité sociale alimentaire universelle. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le chèque alimentaire, on a l'impression qu'on donne un chèque à un moment donné de façon assez éphémère pour les plus modestes et que c'est encore une aide différentielle. Moi, ce que je veux, c'est on donne une carte de crédit à quelqu'un, à tous les Français qui ont un numéro fiscal, et on met 20 € par mois dessus à tout le monde. On s'occupe pas du revenu. Vous avez un numéro fiscal, je vous mets 20 € par mois. Je démarre un droit à manger bien. Et derrière, pour que vous puissiez manger, il vous faut 180 € à 200 €. Eh bien, pour le reste, pour ces 180 € qu'il faudra aller chercher, eh bien, par une activité, par exemple, vous allez aider un peu à la cantine de votre école, vous êtes étudiant, vous allez pouvoir faire de l'aide aux devoirs, eh bien, on va vous créditer sans impôt et sans charge pour la collectivité qui vous embauche, jusqu'à 200 € sans charge et sans impôt. Et comme ça vous donnera 200 € par mois pour aller manger correctement. Parlons d'Europe, avec cette crise à quelques mois des élections européennes, avez-vous encore de l'espoir de faire dégringoler le Rassemblement national qui est en tête des sondages depuis quelques mois? Alors, c'est pas... J'ai pas... C'est le pain béni, la crise agricole, avec toute sa récupération politique. Non, le pain béni, vous savez, dans une radio protestante, il est pour les gens bien. Donc il n'est pas pour le Rassemblement national, le pain béni. Je crois pas ça, moi. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de dire comment on fait dégringoler. Vous avez employé le mot dégringoler le Rassemblement national. Le Rassemblement national, on confond ses silences par de l'écoute. Les silences de Madame Le Pen, les gens croient que c'est de l'écoute. Mais si on regarde bien le Front National, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde qu'ils étaient contre les vaccins, qu'on sauvait des millions de personnes. On regarde qu'ils étaient contre l'Europe. Ils sont tête des sondages aujourd'hui, mais c'est pas le sujet. Je pense même qu'ils seront en tête. Pour vous, c'est joué d'avance. Ah non, c'est pas joué d'avance. On doit se combattre sur les idées et montrer que ce parti-là est un parti du mensonge. Ce sont des Pinocchio de la République. C'est des gens qui vous mentent et qui mentent aux Français. Mais c'est une musique douce qui est acceptable dans l'oreille des Français. Mais ils vous mentent. Les agriculteurs, aujourd'hui, vous avez vu que le Rassemblement national essaie de se mettre les agriculteurs dans la poche. Mais ces gens-là, ils étaient pour la sortie de l'Europe. Ils étaient pour la sortie de la PAC. Alors qu'une partie des revenus des agriculteurs, c'est quand même la PAC. Donc, ces gens-là sont des menteurs. Et donc, il faut aller les combattre sur les idées et pas voir est-ce que demain, on va les combattre en les faisant des... Non, comment on fait concrètement? Ces gens-là n'ont pas de programme, n'ont pas de projet pour la France. Ils disent simplement aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre. La majorité présidentielle peine à se trouver une tête de liste. Le nom de Valérie Hayer, nouvelle présidente du groupe Renew, revient avec insistance. C'est une piste intéressante selon vous? J'en sais rien, je m'en fous. Mais comme mon premier biberon. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on met dans le programme, quelle Europe mais on veut. Il faut une tête de liste quand même. Mais ils la choisiront. C'est pas moi qui suis un député de base qui vais la choisir, la tête de liste. Ils la choisiront. Ce qui est important, c'est quelle Europe on veut. Est-ce que c'est une Europe des solidarités, Est-ce que c'est une Europe qui continue à fabriquer la paix? Est-ce que c'est une Europe qui va faire en sorte que les populistes ne seront pas présents dans ce beau continent? C'est ça, c'est les projets qui m'intéressent. Après, c'est pas moi qui déciderai la tête de liste, qu'ils en mettent un ou l'autre. Vous verrez dans les sondages, ça change pas grand-chose, tout ça. C'est quel projet on veut pour l'Europe? Dès l'annonce du gouvernement Attal, vous avez proposé une liste autonome modem aux Européennes. Est-ce que cette idée tient la route toujours? Mais le temps devient un peu court. Mais moi, je défends un certain nombre de valeurs, des valeurs qui sont sur l'humanisme, sur la solidarité, sur la valeur travail également, et sur la valeur aussi d'aller regarder les plus humbles, et sans fracturer la société. La difficulté qu'a de temps en temps la droite et l'extrême droite, c'est qu'ils veulent mettre les gens les uns contre les autres. Et moi, je suis pour une fraternité, pour qu'on essaie de rassembler les Français ensemble pour faire avancer notre pays. Si aujourd'hui, ce gouvernement-là, qui me semble très à droite et qui me semble très parisien, eh bien, ne correspond pas, alors je le dis, il faudra que le MoDem prenne ses responsabilités aux élections européennes ou demain aux élections présidentielles. Est-ce que cette position est suivie par une majorité de vos amis députés? Mais je suis assez écouté, je veux dire, je suis à la fois l'homme libre qui a souvent quelques mètres d'avance. Justement, on le voit. Qui a souvent quelques mètres d'avance. Mais après, mes collègues qui de temps en temps sont des fois plus ronds que moi, plus modérés que moi, me disent quelques mois après, mais c'est toi qui avais raison, on va aller avec toi. Et là, je le vois bien qu'ils sont en train de me dire que j'ai raison, qu'ils ont envie que le souffle du centrisme revienne sur ce pays et non pas le souffle d'une fracturation entre droite et gauche. Justement, la majorité a été facturée par le projet de loi immigration. Le Conseil constitutionnel a censuré la majorité des dispositions controversées de ce texte voté au Parlement. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est une satisfaction ou... À la fois, c'est une satisfaction et une...
je ne sais pas comment vous dire, et un aveu d'échec. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'on vote des lois en espérant, c'était mon cas aussi, mais c'est pas normal. Je suis pas fier de ça, moi. J'ai voté le texte. J'ai voté le texte. Alors pourquoi j'ai voté le texte sur l'immigration ? D'abord parce qu'il y a des très très bonnes choses dans ce texte. Les gens disent c'est un truc contre les migrants. Moi, je suis très à l'aise. J'ai les migrants qui vivent chez moi, dans ma maison. Voilà. Et des visas pour les migrants. J'en fais un petit paquet où, juste avant d'être à l'antenne, j'étais avec le ministère de l'Intérieur et Beauvau pour 2-3 visas où ça se passe mal. Donc, j'essaie de prendre ma part. Dans le texte actuel qu'on a voté, vous n'aurez pas de mineurs en centre de rétention. Vous n'aurez pas de femmes enceintes ou qui ont des enfants. Ensuite, quand moi j'ai des dossiers de gens qui sont arrivés clandestinement, mais qui travaillent pour la France, qui ont des fiches de paye pour la France, dans la situation auquel on était, c'était quoi ? C'est à l'employeur de faire la demande à la préfecture. D'accord ? Dans le nouveau texte qu'on a voté, ce sera à l'employé. Parce que vous croyez quoi ? Quand l'employeur, il a un migrant là qui est en cuisine, qui fait la plonge, vous croyez qu'il a envie de faire les papiers à la préfecture ? Il préfère le laisser en esclavage. Il préfère le tenir par la laisse parce que l'autre n'a pas de papier. Le texte qu'on a voté est un texte qui permettra à ce que ce soit l'employé qui fasse sa demande. Et puis, j'en veux, mais terriblement. Et pourtant, je suis dans la majorité présidentielle. J'avais été invité par André Chassaigne, président du groupe communiste, à être son invité d'honneur à la fête de l'UMA. Donc, je m'entends très bien. J'ai haute estime pour François Ruffin. Je m'entends bien avec Dominique Potier, le socialiste. Je m'entends bien. J'ai voté des textes avec les écolos. Et pourtant, je suis dans la majorité présidentielle. Les gens de gauche disent que je suis un mec de droite. Les gens de droite, un mec de gauche. Mais je suis très en colère après la gauche qui nous a empêchés de débattre sur ce texte-là. Parce que c'est les écologistes, LFI, plus les socialistes qui ont voté avec le Rassemblement national pour une motion de rejet qui a fait que les amendements qui étaient dans le sens des migrants, on n'a pas pu les défendre. Pardon, le match était quasiment joué d'avance puisqu'on sait que le LR n'allait pas voter un test... je veux dire très mou, parce que toutes les dispositions qui sont aujourd'hui et qui ont été ajoutées par le Sénat ont durci quasiment le test. Mais non, monsieur. Vous savez très bien. Non. Je peux pas vous dire jouer d'avance. Il y a un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale. Il y a aussi le Sénat qui a la majorité à droite. Mais pardon. Dans notre Constitution, quand le Sénat n'est pas d'accord avec l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Ça s'appelle la navette parlementaire. C'est-à-dire que si le texte... Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais on aurait pu trouver une majorité avec la gauche. C'est-à-dire que si nous, des garçons comme moi, ou des filles comme moi, on va dire, on avait porté des textes, etc., on aurait pu trouver une majorité avec la gauche sur ces textes-là. C'est la gauche qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas de débat. Moi, je portais des amendements qui allaient dans le sens pour nos migrants, les migrants qui voulaient, je le dis bien, qui voulaient s'intégrer à la République et qui voulaient travailler. Je ne parle pas des délinquants migrants. Moi, que le texte soit dur avec les délinquants migrants, je n'ai aucun problème. Que la France ne puisse pas accueillir tout le monde, ça me pose aucun problème. On doit prendre notre part, et on devait le faire, et ce texte permettait là, et c'est la gauche et l'extrême gauche qui n'a pas permis le débat. Vous avez voté un texte qui comprenait des dispositions inconstitutionnelles. C'est pas un danger de mettre le Conseil constitutionnel un peu à la vindicte des populistes, parce qu'aujourd'hui, on considère... Vous avez raison, je vous ai dit que j'étais pas fier moi-même à titre personnel de ce sujet-là. Moi, j'étais pas fier de ça. C'est pas dans le mandat qu'aura été le mien. J'ai trouvé que c'était pas bien que on puisse essayer de faire la loi en pensant qu'on laissait quand même passer des choses parce que le Conseil constitutionnel, je dirais, les dégagera. Je suis pas fier de cette affaire-là. Donc après cette séquence douloureuse pour la majorité présidentielle, est-ce que vous êtes toujours fier d'appartenir à cette majorité? Est-ce que vous êtes fier d'être macroniste? J'aime pas les mots que vous employez. Je vais être fier d'être macroniste. Je suis pas macroniste, moi. J'ai déjà du mal à savoir qui je suis, monsieur. J'ai 55 ans. Ça fait 55 ans que je sais pas qui je suis. Vous voudrez me définir comme macroniste? Je sais pas ce que ça veut dire. Je prends ma part. Je suis un élu rural. Je suis un paysan de l'Assemblée nationale. Je suis un laborieux. Je suis un gueux. Voilà. Donc je prends ma part. Je bosse. Je bosse. Je me sens pas du tout macroniste du tout. C'est des mots parisiens, ça. Je comprends pas tout ça. Le Premier ministre a parlé également d'un projet qui nous tient à cœur ici, celui de la fin de vie. Il a annoncé un projet de loi d'ici l'été. Est-ce qu'il faut aller plus vite? Non, il ne faut pas aller plus vite. La fin de vie, chaque député devra appuyer sur le bouton la peur au ventre et le doigt en tremblant. C'est quoi votre position sur ce sujet? Je ne sais pas encore. Enlever la vie, c'est quelque chose qui, pour moi, est très particulier, mais vraiment très particulier. Et donc, il y a des matins, je me lève en ce moment en me disant « Tu ne peux pas voter ce texte-là, parce que la vie est sacrée.
Et donc, il y a quelque chose de très particulier. Et de l'autre côté, j'ai vu des malades qui ont la maladie de Charcot, j'ai vu des associations, il n'y a pas de médicaments qui leur permettent de ne pas souffrir. Et donc, le Premier ministre a fait une annonce très, très importante. Il a dit qu'il y aurait des soins palliatifs dans tous les départements hier. Ce que je ne voulais pas, c'est qu'on choisisse la mort assistée parce que nous n'aurions pas les moyens en France de pouvoir avoir des soins palliatifs partout à côté de chez soi. Et donc, voilà. Et donc, je le dis, je n'ai pas fait, et ce n'est pas un jeu de mots, mais je n'ai pas encore fait religion de ma décision. C'est assez difficile de se prononcer sur ce sujet, j'imagine. Très, très dur. Il n'y a pas de position arrêtée au sein de votre famille politique? Non, mais il n'y aura pas aucune famille politique. Là, on est sur un texte qui est une conscience personnelle. Et tous ceux qui voudraient faire des espèces de positionnements politiques ont tort. C'est un problème de conscience personnelle. Est-ce qu'il faudrait peut-être mettre ce texte au référendum si c'était possible? Je sais que la Constitution ne permet pas, mais est-ce que c'était possible de permettre à chaque Français de se prononcer sur ce sujet qui touche à la fois l'intime et l'ultime? C'est possible, ça pourrait faire un texte de référendum, on sait qu'il passerait, que 85% dans les sondages, donc ça veut dire que le texte passerait, sont favorables à la fin de vie assistée. Il passerait le texte. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Voilà, voilà. En tout cas, si le texte vient à l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'y est engagé. C'est en tremblant que j'appuierai sur le bouton. Je ne sais pas encore lequel. Vous avez adopté ce mardi soir à l'Assemblée nationale le projet de loi constitutionnelle visant à sanctuariser l'IVG dans la norme suprême. Le texte a été transmis au Sénat où Gérard Larcher n'est pas prêt à voter ce texte en conscience, considérant que ce droit n'est pas menacé en France. Partagez-vous son point de vue? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que Gérard Larcher a tort. On ne sait jamais comment, dans le chaos mondial, si on ne peut pas avoir un chaos national. On ne sait pas qui peut arriver au pouvoir. Moi, je n'oublie pas que Mme Le Pen et consorts, il y a derrière elle une équipe d'extrême droite. Il y a demain peut-être un accord entre M. Zemmour, Mme Maréchal Le Pen et Mme Le Pen qui feront que des extrémistes pourront revenir. Et donc, je n'en sais rien. Non, je pense qu'il faut protéger les femmes. Le président a abordé le thème de réarmement démographique qui a beaucoup fait polémique. Est-ce que c'est un terme qui vous dérange? Ah oui, il me dérange pas complètement. Tout ça, c'est de la com, ça. Le président de la République fait de la com. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, ça. Et Gabriel Attal a fait une erreur en reprenant à 5-6 reprises le mot réarmement hier dans son discours. Tout ça, c'est de la com. On essaie de faire des mots durs, des mots pour montrer, vous voyez, qu'on est dans des mots guerriers, pour montrer qu'on est dans la dynamique, qu'on y va. Tout ça, c'est du pipeau, c'est du vent. Ça, quand le président ou le Premier ministre font ça, sont des sculpteurs de vent. Au-delà du mot, il y a une vraie question de la baisse de natalité aujourd'hui en France, vous êtes d'accord? Oui, mais c'est une politique familiale qu'il faut. Il faut une politique familiale. Il faut que les allocations familiales soient décorrélées de vos revenus. Voilà, il faut retrouver le sens de la famille. C'est la famille qui compte. On a perdu la volonté de défendre la famille en France. Voilà. Et donc, si on remet pas la famille... Alors, il y a eu des petits morceaux en disant on va bouger le congé parental, etc. Justement. Mais c'est plus que ça qu'il nous faut. Il faut faire en sorte que c'est beaucoup plus que ça. Quand vous êtes un couple et que vous avez, ou pas d'ailleurs, si vous êtes seul, c'est encore plus dur pour les femmes seules, les couples monoparentaux. Mais jusqu'à 3 ans, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir un enfant, puisqu'il ne va pas à l'école. Et donc, ça vous coûtera plus cher d'avoir quelqu'un qui le garde que vous si vous êtes caissière ou caissier à Auchan. Et donc, il faut accompagner la famille. Il n'y a pas de socle de société sans le socle de la famille. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut repenser sa société. Je vous ai dit, il faut penser la société dans l'alimentation et il faut repenser cette société française autour d'un socle qui s'appelle la famille. Justement, dans la famille, on a aussi la question des écrans au niveau des enfants. Est-ce que le président fait bien de s'attaquer à ce sujet? Oui, il a raison, le président de la République. Et on a la chance d'avoir un grand ministre qui est Jean-Noël Barrot, qui s'est beaucoup attaché à ces sujets-là. Et donc, je pense que... Qui n'est plus ministre. Comment? Qui n'est plus ministre. Mais Valette, c'est un bon Jean-Noël. Il a bien bossé. Il n'est plus encore. Alors, l'ex-futur ministre, alors on dit, je ne sais pas comment on dit. Bon, voilà. En tout cas, il a bien travaillé sur le sujet. Très bien, on termine avec un sujet d'actualité internationale. En déplacement à Suède, le président de la République a appelé l'Europe à prendre des décisions justes et courageuses pour accélérer son soutien militaire à l'Ukraine. Ce jeudi s'ouvre un Conseil européen extraordinaire consacré justement au soutien financier à Kiev. On connaît tous l'opposition de la Hongrie. Est-ce que vous craignez un essoufflement de l'aide à l'Ukraine dans la durée? Il ne faut pas que l'aide s'essouffle. On ne peut pas laisser gagner la Russie.
Et donc, il faut aider l'Ukraine. Mais pardon, il y a plusieurs dirigeants populistes qui siègent aujourd'hui au sein du Conseil européen. Donc la menace, elle est grande. Je suis d'accord avec vous. Je vous dis, il faut que le président de la République défende l'aide à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'après, moi, je ne suis pas député européen, mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est qu'il faut défendre l'Ukraine comme il faut défendre et prendre notre part sur le conflit entre Israël et la Palestine. Vous savez que je préside le groupe d'amitié France-Palestine au Parlement. Et donc, c'est pareil, il faut œuvrer chacun pour pouvoir travailler. Sur l'Ukraine, je pense qu'il faut aider l'Ukraine. Sinon, si c'est une victoire de la Russie, c'est dangereux pour notre liberté et notre paix en Europe. Merci à vous, Richard Amos. Je rappelle que vous êtes député MoDem du Loiret. Merci.